Bien, donc comme je vous le disais dans mon introduction, j'avais envie de vous emmener dans cet endroit absolument magnifique que j'ai découvert cet été en vacances. Et c'est un endroit que j'ai découvert absolument par hasard. Avec mon compagnon, on cherchait un peu un endroit pour aller en vacances parce que après ces 2 ans de pandémie, ben, on ne sait plus très bien faire les vacances finalement, hein. Donc on a fait quelque chose d'un peu innocent. On est allé sur le site de la Oui de la SNCF, le site Oui SNCF. Et en fait, ce site propose des destinations à découvrir en vous disant, voilà, en 2 heures de train, vous pouvez aller là, en 3 heures de train, et pour ce prix imbattable, vous pouvez aller là. Et par hasard, donc, on est tombé sur cet endroit qui se situe à peu près à 1 heure de Nice, à 50 kilomètres de Cannes et à 30 kilomètres de Grasse. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas le sud de la France, ça ne va rien vous dire du tout. Mais en gros, c'est dans le sud de la France. Et qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est la réserve animalière des Monts d'Azur. Et cette réserve, c'est non seulement une réserve animalière, mais c'est un modèle de réensauvagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer dans mon discours. C'est la première réserve animalière d'Europe qui a pour vocation de réintroduire les espèces de la faune et de la flore qui datent du néolithique, donc il y a très très longtemps. Et c'est ce qui est assez exceptionnel dans cette réserve, c'est que ces espèces qui ont été réintroduites, ces espèces préhistoriques, se côtoient en toute liberté. En effet, on va trouver dans la réserve des espèces telles que le bison d'Europe, le cerf, le sanglier, le cheval de Przewalski, des chevreuils, des chamois, des aigles royaux, des vautours fauves, des vautours moines et bien d'autres espèces. Et je vais vous parler de ces espèces un peu plus en détail après. Au total, on y trouve plusieurs centaines d'espèces. On ne les voit pas toutes lorsqu'on se rend dans la réserve parce qu'elle s'étend sur 700 hectares, ce qui est immense, et seulement 350 de ces hectares sont visitables et clôturés pour la sécurité de la faune et de la flore, pour empêcher la chasse, etc. Alors personnellement, c'est un endroit que j'ai trouvé magnifique. On y voit des grandes prairies, comme vous pouvez voir à l'écran, mais il y a aussi de très très grandes forêts, il y a des montagnes, il y a des, des falaises, c'est vraiment très très beau. On a voilà, des falaises rocheuses, ça culmine à 1700 mètres d'altitude, on est beaucoup dans les hauteurs et on sent que c'est un endroit qui est vraiment laissé à l'état sauvage, où nous, les êtres humains, nous sommes seulement de passage. Ici, on est chez les animaux. Et d'ailleurs, les animaux, lesquels sont-ils? Eh bien, je vous ai dit qu'on faisait du réensauvagement. Vous allez vite voir pourquoi. Et j'ai aussi dit que c'était des animaux du néolithique. Et effectivement, un des animaux les plus étonnants qu'on retrouve dans la réserve, et celui que vous voyez déjà un peu à l'écran, c'est le bison d'Europe. Alors, quand on pense au bison, on peut s'en penser aux bisons d'Amérique, aux Indiens, aux cow-boys, aux westerns, etc. Mais justement, ici, il s'agit d'un bison européen, pas du bison américain. Il est un peu moins massif, mais bon, vous serez d'accord avec moi, c'est quand même très très gros, puisque c'est le plus gros mammifère terrestre d'Europe. Il fait 800 kilos en moyenne et il s'élève, sa taille est de 1,80 m. Voilà, sur ses 4 pattes. Donc c'est quand même assez impressionnant et de les voir en vrai aussi. On n'a pas envie de trop trop s'approcher. Et ce sont les mêmes bisons que nos ancêtres préhistoriques peignaient sur les murs des cavernes. Et ça fait vraiment tout drôle de les voir en vrai et de se dire que cette espèce-là, elle existait déjà du temps de la préhistoire, de nos ancêtres, etc. Donc c'est assez magique de les voir. Malheureusement, c'était une espèce qui était menacée d'extinction et qui a quasiment été exterminée d'ailleurs à cause de la chasse, mais qui refait surface, notamment grâce à un programme international en partenariat avec la Pologne, auquel la réserve participe. Et grâce à ce programme, on a eu plus de 60 naissances dans la réserve depuis 2008. Et on a donc transféré aussi 22 jeunes bisons vers d'autres réserves en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Actuellement, la réserve des Monts d'Azur compte une cinquantaine de bisons et quelques bisonneaux, les petits du bison. Et
vous allez le voir, les animaux participent aussi au renouvellement de la biodiversité des forêts et des plaines. Alors, comment vit le bison dans la réserve? Eh ben, au mois de juin, on a une espèce de ruée dans les prairies. Il y a vraiment les bisons galopent, ce qui va retourner la terre, etc. Euh, les bisonnes, pendant ce temps-là, elles restent plutôt de leur côté parce que c'est la période où elles sont en gestation. Lorsque les femelles mettent bas, elles quittent le troupeau, elles se mettent plutôt dans les hauteurs, dans la forêt pour se protéger. Et puis, elles donnent chacune naissance à un petit qui fait quand même 12 à 15 kilos à la naissance. Et puis, une fois qu'elles ont mis bas, elles rejoignent le troupeau. Mais les petits ne sont pas laissés à l'abandon, et ça c'est très intéressant chez les bidons, c'est qu'il y a un peu un système de garde en fait. Il y a une crèche pour les bisons, donc il y a quelques bisonnes qui se dévouent et qui pendant 3-4 jours vont garder tous les bisonneaux du troupeau. Et puis, elles vont ensuite en fait se faire relayer par une autre bisonne qui va à son tour venir chercher et protéger les bisonneaux et jusqu'à ce que ces bisonneaux soient en âge de rejoindre le troupeau. Il y a quelque chose d'autre d'assez intéressant chez les bisons et qu'on a pu voir, nous, en vrai, c'est que c'est un animal qui travaille en groupe et qui prend des décisions de groupe. Bon, les décisions chez les bisons, c'est pas des très très grandes décisions, mais ça va être quand même, voilà, on se déplace par ici, on va par là-bas, on va plutôt brouter ici, etc. Et comment ça se passe? Eh ben, un bison va se mettre à fixer le point où il veut aller, à se tourner entièrement vers ce point-là et attendre. Et puis un deuxième bison va voir que ce bison-là est en train de fixer l'horizon, il va le rejoindre, il va fixer le même point à l'horizon et il va attendre. Puis un troisième, puis un quatrième, puis au bout d'un moment, lorsque la majorité est atteinte, tout le troupeau se dirige vers ce point que le premier bison avait fixé. Donc c'est en quelque sorte un processus démocratique. Voilà pour les bisons qui sont très impressionnants. Autre petit fait sympathique, lors de la période des amours, le bison est très fidèle à la bisonne. Le bison va en fait, au lieu d'essayer de tenter sa chance avec toutes les femelles du troupeau, va en choisir une et va lui faire la cour jusqu'à ce qu'elle consente. Et voilà, c'est assez spécifique aussi à cette espèce. Et puis, il n'y a pas que des bisons dans la réserve, il y a aussi un autre animal que l'on ne s'attend pas forcément à voir. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, ce n'est pas celui-là non plus. Excusez-moi, je n'ai pas de photo de l'élan. C'est un élan. En réalité, il y a 3 élans dans la réserve et ce sont 3 femelles. Et il y avait un mâle, mais malheureusement, il s'est empoisonné en mangeant du buis. Et je n'ai pas de photo parce que là, on a vu une femelle, mais on l'a vue d'assez loin, contrairement au bison qu'on a vraiment vu d'aussi près que ça. Et l'élan, c'est un animal que moi, je ne m'attendais pas du tout à voir dans le sud de la France. Dans ma tête, les élans, ça vit en Scandinavie, il fait très très froid. Au Canada, d'ailleurs, on ne les appelle pas élans, on les appelle orignales. Et pourtant, l'élan existe bien dans le sud de l'Europe aussi, et partout en Europe. En tout cas, il existait partout en Europe, puisque lui aussi a été quasiment poussé à l'extinction. C'est le plus grand des cervidés. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres au garrot, donc c'est très très grand, et ça fait plus de 600 kilos. Donc là aussi, on est sur un très gros mammifère. Et l'élan porte des bois plats qui peuvent, eux, peser jusqu'à 20 kilos. Et puis, c'est un nez assez arrondi, un peu drôle, assez inélégant. Et on en trouve donc en Scandinavie, je l'ai dit, en Russie du Nord aussi, dans les États baltes. Mais c'est voilà, c'est la chasse, l'agriculture qui les a chassés. Et l'élan aussi est un animal préhistorique. Les 3 élans que l'on trouve dans la réserve sont pas tout à fait encore bien intégrés. Ils sont arrivés l'an dernier.
Donc, les femelles se cachent un petit peu. Je vous ai dit, le mâle est décédé et elles ne se mélangent pas encore, ces femelles, aux autres espèces, alors que dans la réserve, toutes les espèces vivent vraiment en symbiose et en communauté. Autre animal donc, que vous avez pu voir un petit peu en avance, que l'on trouve dans la réserve, c'est le cheval de Przewalski. Et je vous ai mis des petits poulains parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Et en mai, ils n'ont de mignons que l'apparence parce que les chevaux de Przewalski, ce sont des vrais teignes. Ce sont des chevaux extrêmement agressifs, très méchants. Ils sont vraiment violents. D'ailleurs, régulièrement dans le troupeau de chevaux de Przewalski qu'il y a à la réserve, il y a des morts, puisqu'ils se battent à mort, ils s'arrachent la crinière à coups de morsure, se donnent des coups de sabot, etc. Donc c'est un cheval qui, vous l'imaginez bien, n'a jamais été domestiqué. Et puisqu'il n'a jamais été domestiqué, c'est une espèce aujourd'hui qui est très proche de l'espèce préhistorique vraiment qu'on pouvait avoir sur Terre, puisque c'est une espèce qui n'a pas été modifiée. Et les chevaux de Przewalski sont tellement des teignes qu'ils vont même aller agresser les bisons, qui sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros qu'eux, puisque le cheval de Przewalski est assez petit, il fait entre 1,30 m et 1,40 m au garrot, donc pas très, très impressionnant. Il a les oreilles aussi plus longues qu'un cheval domestique et les yeux un peu plus vers l'avant, ce qui fait qu'il voit vraiment pas bien sur les côtés. Il a la crinière assez courte, noire, une robe, comme vous le voyez, couleur sable, et les jambes un petit peu rayées. Voilà, donc là, on a pu bien les voir dans la réserve. On n'avait pas le droit de s'approcher trop, même si on les a vus de très près, parce que voilà, les chevaux, quand ils sont pas contents, ils chargent, ils peuvent être vraiment très violents. On a aussi dans la réserve des daims. Là, je ne vous ai pas mis des photos, j'ai des photos de biches après. Bon, le daim, ça ressemble un peu à Bambi, mais comme vous le savez, Bambi, c'est un faon, donc c'est le petit du cerf, ce n'est pas la même espèce. Le daim, c'est plus petit qu'un cerf. Le mâle mesure à peine 1 mètre au garrot, fait 60 à 90 kilos. La femelle est un petit peu plus petite, un peu moins lourde. Mais il a lui aussi des très beaux bois et qui sont palmés comme ceux de l'élan, donc des bois plats. Et le daim n'a pas très peur, donc un peu comme le cheval de Przewalski, il va aller attaquer plus gros que lui. Et le daim, qui normalement était très présent en Europe, a complètement migré vers l'Asie mineure lors de la dernière ère glaciaire. Et ce sont les Romains qui ont décidé de les réintroduire en Europe pour les manger. Et les Phéniciens, eux, les sacrifiaient pour les rituels religieux. Aujourd'hui, on en retrouve dans le sud de la France, en Espagne, aussi en Alsace, dans les forêts et dans les forêts scandinaves. Donc, il est il s'adapte à ces environnements différents. Et puis, donc, autre animal qui peut-être vous surprendra un petit peu moins, parce qu'on en voit dans les forêts françaises assez régulièrement, les cerfs et les biches. Là, à l'écran, vous avez les biches, elles n'ont pas de bois. Et puis, vous avez le cerf élaphe que l'on voit dans les forêts depuis 250 000 ans. Donc, ça fait quand même quelques temps. Et aujourd'hui, on estime qu'ils sont 150 000 en France. Ils sont assez difficiles à observer, sauf que dans la réserve, comme la chasse est prohibée, les animaux n'ont pas peur de l'homme. Donc, on peut se rapprocher assez facilement des animaux. Et vous le voyez, on a zoomé sur la photo, mais on n'était pas très loin. Chaque année, le cerf perd les bois que vous pouvez voir à l'écran, qui sont très impressionnants. Et chaque année, ça repousse. En ce moment, début septembre, c'est le début du brame, la période amoureuse chez les cerfs. Et au début du brame, c'est surtout les cerfs qui font le boulot. Ils vont s'affronter, ce qui peut être très, très impressionnant. Ils chargent, ils se cognent les bois, etc. C'est assez spectaculaire. Et puis surtout, ils brament, donc ils émettent un son rauque très, très impressionnant. Et puis les biches, elles, pendant ce temps-là, elles se baladent et puis elles vont aller choisir leur prétendant. Et n'hésite d'ailleurs pas à en choisir plusieurs pour être sûr que la procréation fonctionne bien. Et puis, ça peut durer jusque la fin du mois d'octobre. Ensuite, en avril, les biches qui auront
été fécondés mettent bas plutôt fin avril et donnent naissance à un faon. Et les fans, au tout début de leur vie, restent tapis dans la forêt. Les biches les abandonnent la journée pour aller manger et reviennent pour les allaiter et les toiletter. Donc les fans sont cachés dans les hautes herbes. Et si vous en trouvez un tout seul dans la forêt un jour en balade, là, pendant les premiers mois de sa vie, surtout, surtout, ne vous approchez pas, ne le touchez pas. Même si vous pensez que c'est un faon dont la mère a été tuée par un chasseur, hein, on a tous été très très marqués par Bambi, ne le touchez pas puisque la mère est très certainement en train de s'alimenter et qu'elle va très certainement venir l'allaiter juste après. Donc, si vous pensez que c'est une bonne idée d'amener le faon à un refuge, en fait, c'est une très mauvaise idée. Voilà, dans la réserve, on trouve aussi d'autres animaux, tels que celui que vous voyez à l'écran, le renard, mais aussi des ongulés, donc des animaux herbivores dont l'extrémité des pattes est recouverte d'un ongle ou d'un sabot, tels que le chevreuil, le chamois, le sanglier. On en a vu beaucoup des sangliers, et on a vu des sangliers avec leurs petits. Donc la femelle s'appelle la lait, et le petit du sanglier s'appelle le marcassin. Et les marcassins naissent plutôt au mois de mars. La femelle va donner naissance à 2 ou 3 marcassins, pas plus. Et le petit se distingue du parent non seulement par sa taille, mais aussi par la robe qui, elle, est tachetée et qui s'appelle, je trouve ça très drôle, le pyjama. Tout à l'heure, je vous ai annoncé que les bisons participaient un peu à la vie de la forêt, etc. C'est vrai aussi pour les cerfs, pour les chevreuils, pour tous les animaux que j'ai cités, parce qu'en fait, dans cette réserve, on ne cultive pas les pâturages, on ne les fauche pas, on ne tombe pas la pelouse concrètement, parce que ce sont les bisons, les chevaux, les cerfs qui vont assurer ces travaux agricoles en broutant, en remuant la terre pour les sangliers, en mangeant, donc en transportant les graines dans leurs excréments, etc. Et aussi, les bisons, quand ils se déplacent dans la forêt, vont simplement l'éclaircir, puisqu'ils vont en fait faire tomber quelques arbres, ou casser un peu les écorces. Et ça, tout ça, ça permet à la terre donc de s'aérer, au soleil de venir percer dans la forêt et donc à l'herbe de pousser. Et c'est vraiment la définition même de l'écosystème où chaque animal a sa place, chaque fleur, chaque grain d'herbe, vraiment, tous travaillent ensemble pour créer la vie. Pendant l'hiver, évidemment, à la réserve, les conditions sont un peu plus dures puisque les animaux ne peuvent pas migrer. Donc, la faune va plutôt se diriger vers la forêt qui va être un peu plus abritée de la neige, où il y aura un peu plus d'herbe à manger, et va peut-être aussi manger les écorces des arbres. Les cerfs, eux, avec leur bois, vont peut-être casser quelques branches, les bisons aussi avec leurs cornes. Et puis, ça permet donc d'accéder aux écorces, à la sève des arbres, etc. Euh, et ça permet de survivre. Si les conditions sont trop rudes, les animaux de la réserve sont alimentés aussi par les soignants, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a 350 hectares qui est clôturé, les animaux ne peuvent pas sortir. Le seul qui s'en sort à peu près bien pendant l'hiver, c'est le cheval de Przewalski. Donc lui, je vous l'ai dit, hein, c'est une teigne, parce que voilà, lui, il ne va pas beaucoup maigrir pendant l'hiver. Il est plus petit aussi, il a moins besoin de manger, pas comme les bisons, mais donc il s'en sort plutôt bien. Et dans la forêt, je vous en ai pas beaucoup parlé, mais on trouve beaucoup d'arbres différents. On trouve des feuillus, on trouve des conifères. Et ça permet, là encore, les animaux peuvent utiliser la sève ou la résine pour se soigner, pour mettre sur les plaies ou pour se nourrir. Et vraiment, encore une fois, les arbres, la forêt, le rôle des animaux, tout cela travaille en synergie pour créer la vie, pour protéger l'environnement. C'est un tout. Et d'ailleurs, la réserve animalière, vous l'aurez sans doute compris, s'inscrit dans une démarche plutôt respectueuse de l'environnement, même si elle accueille des touristes. On va parler ici d'écotourisme parce que l'idée, c'est pas du tout d'avoir un tourisme de masse où tout le monde vient voir les animaux. Ce n'est pas un zoo, absolument pas. L'animal ici, c'est pas une marchandise, c'est pas quelque chose à montrer. Non, c'est un être qui est dans son habitat naturel et nous, on est vraiment juste là en tant qu'invité. Et
c'est vraiment idéal si vous voulez observer la faune dans son environnement. Et tout est fait dans la réserve pour que l'empreinte du visiteur, que ce soit l'empreinte carbone ou l'empreinte réelle, soit limitée. On peut faire plusieurs activités dans la réserve. On peut faire des safaris à pied avec des guides et c'est comme ça qu'on peut voir les animaux d'aussi près. On peut aussi le faire en calèche si on n'a pas envie de marcher parce que c'est quand même en montagne, donc ça grimpe un peu. L'hiver, on peut faire ces safaris en raquette ou en traîneau. Et puis pour ceux qui aiment bien faire des photos, il y a aussi des cabanes d'observation et puis il y a des activités pour les enfants. Et la réserve, en s'ouvrant au public, cherche bien sûr à sensibiliser à la cause animale, à la cause du sauvage et à sensibiliser les touristes et à les sensibiliser à leur impact qu'ils peuvent avoir sur la nature. Par exemple, lorsqu'on fait les balades en forêt, on doit utiliser certains chemins qui ont déjà été utilisés. On essaie de ne pas marcher dans l'herbe, en gros pour ne pas marcher dans l'assiette des herbivores. Donc tout est toujours c'est très pédagogique, on vous explique beaucoup de choses sur le fonctionnement de la faune et de la flore. Et ça fait de la réserve, et ce sera ma conclusion, un lieu absolument magique, un lieu exceptionnel aussi, et un lieu unique, puisque c'est le seul endroit en Europe où on va trouver en liberté ces espèces, notamment le bison d'Europe et le cheval de Przewalski que je vous ai présenté au début, qui vivaient ensemble au néolithique et puis qui ont été ensuite chassés des terres et puis quasiment éteints. Et de nouveau maintenant, des milliers d'années après, on les retrouve dans cette région. Donc ça, c'est assez magique. Et puis, il y a aussi voilà, les cerfs, les chevreuils, les chamois, les sangliers, les renards, des loups aussi dans la réserve, des lynx et d'autres espèces qui sont sauvages et qui sont libres. Et c'est bien normal qu'elles soient libres et ça devrait être partout pareil. Donc moi, je vous encourage évidemment très fortement à y aller. Le prix de votre séjour permet de financer les soins prodigués aux animaux. En revanche, si vous y allez, je vous conseille d'avoir une voiture assez nerveuse et qui monte bien les côtes parce que c'est une vraie petite route de montagne et c'est assez effrayant de devoir remonter le col quand on est comme ça à flanc de falaise. Mais une fois qu'on y est, ça en vaut vraiment la peine. Et vous pouvez passer la nuit près des animaux. C'est ce que nous, on a fait. On a dormi dans cette espèce de tente fortifiée. Et c'est absolument génial parce que le matin, on se réveille, on prend le petit-déj en haut de l'escalier et en fait, on a les bisons juste à côté. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'y aller et que vous aurez appris quelques faits intéressants sur ces animaux qui datent de la préhistoire.